Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Son Altesse Royale, la Princesse Leila Hasna, a représenté cet après-midi à Bonn Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP23. 15 novembre, c'est la journée nationale de l'information et de la communication, l'occasion de soulever quelques interrogations quant à la forte concurrence qui impacte la presse écrite suite à la multiplication des sites de presse électronique. Et puis on braquera les projecteurs en fin de journal sur Agadir, la capitale du Sousvi, à l'heure de la 14e édition du festival Cinéma et Migration. Plusieurs courts et longs métrages marocains et étrangers concourent pour le grand prix du festival. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ces messages de félicitations. Messages de félicitations adressés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président palestinien, M. Mahmoud Abbas, à l'occasion de la célébration par l'État de Palestine de sa fête nationale. Le souverain salue à cet égard l'esprit constructif et consensuel dont ont fait montre les forces palestiniennes afin de mettre fin à la division et d'adhérer avec détermination et sincérité à la consécration du projet national palestinien. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à M. Bouroud Paor à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République islamique d'Iran, M. Hassan Rouhani, suite au violent séisme qui a frappé la province de Kermanshah, faisant des victimes et causant d'importants dégâts matériels. Sa Majesté le Roi a adressé également un message de condoléances et de compassion au président de la République d'Irak, Fouad Massoum, suite au puissant séisme qui a frappé son pays. Nous le disions au titre, son Altesse Royale, la Princesse Leila Hasna, a représenté cet après-midi à Bonn Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP23. La cérémonie d'ouverture a été précédée par une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement présidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à laquelle a pris part son Altesse Royale, la Princesse Leila Hasna, par la suite posée pour la photo officielle de la COP23. Wafa Bandoro, Mohamed Aitlchka. Nous reviendrons sur le sujet au cours de cette édition. Célébrer, nous le disions, le 15 novembre de chaque année, la journée nationale de l'information et de la communication, l'occasion de soulever des interrogations quant à la forte concurrence qui impacte la presse écrite, nous le disions, suite à la multiplication des sites de presse électronique. Qu'en est-il exactement? Le reportage est signé Mohamed Aitlchka. Depuis un peu plus d'un an, le Maroc dispose d'un nouveau code de la presse fondé sur 3 textes. La loi portant création du Conseil national de la presse, la loi relative au statut des journalistes professionnels et enfin celle relative à la presse et à l'édition. Et ce dernier texte comporte une grande nouveauté. Il reconnaît juridiquement la liberté des médias électroniques. Aujourd'hui, au Maroc, il existe pas moins de 400 sites électroniques selon le ministère de tutelle, quelques milliers selon d'autres sources, répartis sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le nouveau code de la presse est très clair quant aux conditions que doit remplir un site électronique pour être légal. L'impératif notamment pour le directeur de publication et ses collaborateurs de détenir la carte de journaliste professionnel. Et pour cause, aujourd'hui la façon de travailler de certains sites de presse électronique soulève avec force la question du respect de la déontologie de la profession. C'est vrai que la presse électronique souffre aujourd'hui de multiples maux. Absence de formation, beaucoup de corps étrangers au métier dans des sites qui se comptent par centaines, voire par milliers, qui diffusent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans repères journalistiques professionnels. C'est tout aussi vrai que la presse écrite souffre également du manque de la formation continue, de la non-mise en application de la convention collective. Nous souffrons de plusieurs maux qui ont un impact sur le produit. La presse écrite souffre également au plan financier.
Les journaux se vendent de moins en moins et les lecteurs se tournent de plus en plus vers l'information en ligne sur smartphone et autres interfaces électroniques. Le total des exemplaires des journaux vendus ne dépasse pas les 300 000 par jour au Maroc. Pour la totalité des journaux, la crise est double. Elle pesait déjà sur la presse en raison du mode de production et professionnel de la presse au Maroc, crise à laquelle s'ajoute aujourd'hui celle de la forte concurrence qu'exerce la presse électronique. La question de la mise à niveau de l'entreprise de presse écrite est d'actualité brûlante. En Occident, par exemple, la presse écrite s'invente de nouveaux produits en termes de diffusion des news. C'est le cas notamment avec les chroniques de médias podcast. Il doit y avoir une évolution au niveau du contenu pour reconquérir les lecteurs potentiels et pousser vers une sortie de crise pour la presse écrite. Entre autres défis qui se posent avec acuité à la presse nationale. Bientôt devrait voir le jour le Conseil national de la presse. Le plan de développement de la région Marrakech-Safi au cœur d'une réunion entre responsables de la région et une délégation d'hommes d'affaires français représentant une quarantaine d'entreprises exerçant dans plusieurs secteurs d'activité. L'objectif de cette rencontre, accélérer la mise en place de projets de développement par le biais de partenariats entre hommes d'affaires et chefs d'entreprise français et leur homologue marocain. Amina Allem, Imanable. Une région en plein essor et une vision articulée autour du développement. Avec les partenaires français, la région Marrakech-Safi a une longue habitude de travail et une vieille histoire de confiance avec ses partenaires de l'Hexagone, mais aussi de coopération dans des secteurs porteurs en tête. La décentralisation, le développement de l'économie, l'agriculture, les services et tout ce qui a trait à l'innovation, mais aussi aux services dans la ville, la propreté, le transport et la mobilité. Bref, il s'agit d'une vision stratégique de développement durable et inclusif et d'un programme composé de projets structurants qui font la part belle à la production industrielle et agroalimentaire. Il y a un plan de développement régional qui est très précis, qui est très bien articulé, avec des priorités qui sont très bien identifiées, une soixantaine de fiches projets qui sont des thématiques qui sont très précises et qui sont de nature à intéresser les entreprises françaises dans des domaines très divers. Je crois qu'à peu près tous les secteurs économiques sont concernés. C'est vrai des infrastructures, c'est vrai des questions urbaines, c'est vrai de l'automatisation, c'est vrai du secteur agricole, c'est vrai du secteur du tourisme. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de secteur qui ne puisse pas constituer des opportunités sérieuses pour nos entreprises. De nouveaux partenariats sont ici scellés dans le cadre d'un plan de développement ambitieux. Il prévoit la création de près de 280 000 emplois d'ici 2022. Les premiers résultats sont attendus dès 2018. Un patrouilleur de haute mer de la Marine royale opérant au large de Dar Bouazza, une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Casablanca, a porté assistance le 11 novembre à 8 heures à un crevetier marocain dénommé Haddan, ayant à bord 16 marins pêcheurs et qui se trouvaient en difficulté suite à une entrée accidentelle d'eau de mer au niveau de son local machine. C'est ce qu'indique ce mercredi l'état-major général des forces armées royales. L'actualité internationale, la colonisation continue en territoire palestinien. Israël approuve la construction de 1323 logements pour colons en Cisjordanie, portant à 2646 le nombre d'unités d'habitation validées en 3 jours. Quelques 430 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, territoire occupé depuis 50 ans par l'armée israélienne. Au total, ce sont 12 000 unités qui ont été approuvées en 2017, 4 fois plus qu'en 2016. Et puis en Irak, après avoir repris Hawija, l'un des derniers bastions de l'organisation terroriste État islamique, les forces irakiennes poursuivent leur offensive pour reprendre les zones frontalières encore aux mains des terroristes. Les forces irakiennes, avec l'appui des frappes aériennes de la coalition, ont désormais acculé dans tous ces fiefs en Irak et en Syrie les forces terroristes du groupe autoproclamé État islamique.
La confusion règne au Zimbabwe au terme d'une nuit agitée. Des militaires avaient arrêté le ministre des Finances. Des explosions étaient entendues dans la capitale Harare. Des soldats ainsi que des véhicules blindés ont bloqué les routes menant aux principaux bureaux gouvernementaux, au Parlement et aux tribunaux. Des coups de feu ont été entendus. Mugabe, 93 ans, est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé sa décision de limoger le vice-président qui a réussi à fuir le pays. Et puis au dossier intempéries, mauvais temps, Grèce, des pluies diluviennes ont provoqué d'importantes inondations dans la grande banlieue d'Athènes. 7 personnes sont mortes et 3 autres sont portées disparues. À Mandra et Niaparamos, des torrents de boue d'un volume inédit ont coulé sur les 2 localités. Voitures et déchets en tout genre flottaient dans les rues inondées. L'état d'urgence a été décrété. Plus de 120 pompiers ont été envoyés en renfort pour secourir les habitants de la région. Les dégâts sont immenses, a indiqué le sous-préfet de la zone. Retour chez nous. L'événement a pour ambition de devenir un hub des industries culturelles en Afrique. La première édition des Africa Culture Days s'est ouverte à Casablanca, organisée par l'association African Lab en partenariat avec l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. La rencontre est placée sous le thème culture, créativité et développement durable. Sarah Katir. L'Africa Culture Days est un événement panafricain qui s'est donné comme challenge de faire connaître et de valoriser les industries culturelles et créatives africaines. Casablanca est la première étape d'une tournée qui se déroulera dans plusieurs capitales africaines durant toute l'année 2018. Africa Culture Days est un carrefour pour développer l'image du Maroc sous la stratégie sud-sud de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc nous, en tant que jeunes, notre objectif est de promouvoir cette image-là, de créer un brassage culturel, économique et social entre nos pays africains et nos frères. Ce hub contribuera d'une part à fédérer les peuples africains autour de la culture, à créer des synergies, à faire partager les différentes expériences des créateurs artistiques du continent. Et d'autre part, il permettra de mettre en exergue le poids économique de la culture et de la créativité africaine. Les industries culturelles et créatives dans le monde représentent près de 2250 milliards de dollars US et l'Afrique ne participe qu'à hauteur de 42 milliards, ce qui est un gap vraiment énorme. Et donc nous avons voulu organiser cet événement pour pouvoir informer et former sur les industries culturelles. Aujourd'hui, nous commençons par l'exposition qui entame les African Culture Days. C'est un mélange, un brassage entre la culture d'Afrique occidentale, mais aussi entre la culture d'Afrique du Nord, notamment le Maroc. L'événement sera marqué par des rencontres B2B et des échanges entre différents acteurs et intervenants du secteur à travers un forum économique placé sous le thème « La culture, un levier indéniable du développement des économies africaines ». Retour sur l'activité princière, nous le disions, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté cet après-midi à Bonn, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la 23e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, la COP23. La cérémonie d'ouverture a été précédée par une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement présidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à laquelle a pris part son Altesse royale. Wafa Bendoro, Mohamed Aïtelchkar. Bonn, où son Altesse royale la princesse Lalla Hasna représentait cet après-midi Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la COP23. Avant l'ouverture des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont tenu une réunion informelle à laquelle a pris part son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, qui a par la suite posé pour la photo officielle de la COP23. La cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la COP23 a été ensuite marquée par d'importantes allocutions, dont celle du secrétaire général de la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. J'aimerais exprimer notre reconnaissance au Maroc pour son leadership et sa présidence de la COP22. Il y a 2 mois, les travaux de la 72e Assemblée générale de l'ONU ont connu un grand nombre d'interventions
qui ont fait référence au changement climatique. En réalité, 84% des pays membres de l'ONU considèrent le dossier des changements climatiques comme une priorité. Et un grand nombre ont exprimé leur soutien à l'accord de Paris et par conséquent, l'accord est là, mais mettre les mots sur le papier est une chose et traduire ces mots en action en est une autre. Le rôle de leadership du Maroc a été également souligné lors de cette cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau, notamment par la chancelière allemande Angela Merkel. Angela Merkel a salué l'engagement du Maroc qui abrite la COP22 et qui continue, a-t-elle dit, à œuvrer sur le plan international en faveur du climat. Engagement également salué par le président français. Je veux saluer l'engagement du Maroc et de Fidji pour la COP de l'année dernière et celle que vous présidez aujourd'hui, et l'engagement de toutes celles et ceux qui présentent dans cette salle œuvrer sur le plan international. Mais il nous faut maintenant des engagements clairs et fermes. Plusieurs autres allocutions ont fait référence à l'action enclenchée après l'accord de Paris par la COP22 de Marrakech. From Paris to Marrakech. De Paris à Marrakech, l'Afrique s'est mobilisée en faveur d'une action climat pour relever les défis des changements climatiques. Nous avons adopté notamment plusieurs mesures, telles l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, initiative qui devrait satisfaire les besoins de nos populations en énergie et promouvoir le développement durable. Il y a également l'initiative africaine d'adaptation qui vise à réduire les effets négatifs des changements climatiques sur le continent. Et puis les 3 commissions régionales qui ont été créées, dédiées à la région du Sahel, au bassin du Congo et aux États insulaires. The Congo Basin Commission and the Commission for Island States. S'inscrivant dans la continuité de l'esprit de Marrakech, la présidence fidjienne de la COP23 place comme priorité la préservation du consensus multilatéral dégagé dans le cadre de l'accord de Paris pour des réductions substantielles des émissions de carbone avec l'ambition de maintenir l'élan actuel pour la mise en œuvre de l'accord par le biais d'une série d'actions climatiques qui requièrent l'implication de tous. Et puis sachez que le président de la COP22, Saladin Mzouer, a présenté ce soir lors d'une séance plénière dans le cadre de la COP23 à Bonn le Your Book for Global Climate Action, l'annuaire de l'action climatique 2017. On continue de parler environnement. La journée nationale de l'arbre, un coup de pouce pour la biodiversité. Célébrée le 14 novembre de chaque année, elle est marquée par plusieurs campagnes nationales de reboisement menées par le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Exemple, à Azro, l'opération concerne la plantation de centaines de cèdres. Ahmed Fadeli, Zakaria Moukimbil. Province d'Ifrane, les forêts de cèdres s'étalent sur 125 000 hectares. Véritables réserves naturelles, elles sont dotées de plusieurs variétés d'espèces végétales. Dans cette pépinière de la province, la production de plants permet de fournir la région en arbres pour favoriser le reboisement. Cette pépinière assure de nombreuses activités génératrices de revenus. Elle contribue à reboiser les forêts de la province d'Ifrane ainsi que les provinces de Midelt ou de Khnifra. Plusieurs actions sont initiées pour le reboisement des forêts, en plus de la sensibilisation sur l'importance de la préservation de cette richesse naturelle. La direction provinciale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification d'Ifrane adopte des projets qui s'appuient sur une approche participative pour œuvrer à un équilibre écologique, économique et social, en cohérence avec les atouts de la région. Il est nécessaire que tout le monde s'implique pour sauvegarder la forêt, associations, particuliers ou responsables. Nous devons promouvoir la culture de plantation d'arbres. La journée nationale de l'arbre, une occasion pour rappeler son importance et œuvrer davantage à le préserver. Dans la province d'Ifrane, un programme décennal 2015-2024 prévoit de nouvelles plantations de cèdres sur 30 000 hectares. On braque à présent les projecteurs sur Agadir, la capitale du Sousse-Vie, à l'heure de la 14e édition du Festival Cinéma Immigration. Plusieurs courts et longs métrages marocains et étrangers concourent pour le grand prix du festival, dont le thème principal porte sur la question migratoire. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage posthume à l'acteur et réalisateur marocain feu Mohamed Bestaoui. Mounia Marouche.
Le festival Cinéma et Migration d'Agadir revient cette année avec une programmation éclectique. Des films d'ici et d'ailleurs traitent par l'image et le verbe les soucis de la société actuelle avec un dénominateur commun, la question de la migration. Le thème du festival Cinéma et Migration est formidable parce qu'il parle de deux choses à la fois. Il parle de l'idéologie, parce que ce qui pousse les gens à partir, et les gens partent clandestinement, ils empruntent l'élément de la nature la plus forte et la plus violente, qui est la mer. Je suis très contente de participer parce qu'en fait j'ai suivi un peu le festival, c'est ma 7e fois que je viens ici. J'ai un peu suivi ce festival depuis le début et je suis contente parce que c'est un festival qui donne l'occasion à nous, des Marocains vivant à l'étranger, pour pouvoir venir montrer notre travail et nos films. Le 7e art envahit à nouveau la capitale du Souss, où une pléiade de cinéastes et artistes échangent à travers leurs productions cinématographiques qui traitent les soubassements du phénomène migratoire à travers le monde. Cette édition connaît la participation de 15 pays d'Asie, d'Europe et du Maghreb. Il y a un jury international qui a la mission de décerner les meilleures productions cinématographiques. En parallèle, il y aura la projection des films panoramiques qui seront projetés en dehors de la compétition. Vive le Maroc, vive Gadir, vive le cinéma. Cette 14e édition du festival Cinéma et Migration d'Agadir met à l'honneur le cinéma camerounais et rend hommage à des artistes qui ont brillé dans leur parcours cinématographique. Du cinéma, on passe à la musique. L'Orchestre symphonique royal a donné hier soir à Rabat, au Théâtre national Mohamed V, un concert de jazz latino sous la baguette d'Oleg Reshetkin. Le jazz band de l'orchestre a revisité des morceaux des plus connus de ce style musical. En voici quelques extraits. En musique, nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée, à demain.